Je me présente très brièvement. On va lancer après ça mon petit entretien. Jonathan Veillette, prof de politique, mais je présente surtout Thibault Tranchant, professeur de philosophie, qui a accepté gentiment de prendre le relais parce que c'est Félix Jolicoeur qui devait animer mon petit entretien. On a fait ça quand même à la dernière minute, donc soyez indulgents, mais on est quand même préparés, puis on est tout à fait en confiance. On est très heureux d'accueillir Alain Deneau. Je vais vous présenter à l'instant M. Deneau, puis je vais prendre le temps de le faire comme il faut. J'ai envie de dire... Alain Deneau, vous avez déjà vécu plusieurs vies académiques, en un sens. Vous avez entamé une carrière en publiant Noir Canada en 2008. On a l'impression que ça fait déjà bien longtemps. Vous vous attaquiez donc à des grandes compagnies minières canadiennes. Le livre a été, donc, il y a eu des poursuites intentées donc, à l'endroit de la maison d'édition Éco-Société par Barrick Gold, par Benro, et des poursuites contre vous également. Vous avez écorché à nouveau les compagnies minières canadiennes en publiant Paradis sous terre. On est en 2012. En parallèle de ça, vous vous intéressez à la question épineuse quand même des paradis fiscaux avec plusieurs ouvrages. Paul Martin et compagnie en est un, publié en 2005, Offshore, paradis fiscaux et souveraineté criminelle en 2010, et Une escroquerie légalisée, on est en 2016. Dans Gouvernance, le management totalitaire, en 2013, dans De quoi Total est-elle la somme, 2017, et dans le totalitarisme pervers. Ça représente, à mon sens, une période extrêmement fertile, extrêmement pertinente de votre travail où vous questionnez les firmes multinationales comme étant des souverainetés en propre. Hein, c'est des lieux de pouvoir qui utilisent parfois les États, jouent les législations les unes contre les autres. On l'a abordé tout à l'heure, on aura l'occasion peut-être d'y revenir sous peu. En marge de ces publications-là, on retrouve La médiocratie, publiée en 2015. On retrouve Politique de l'extrême centre, publiée en 2016. Puis vont suivre Faire l'économie de la haine, 2018. Bande de colons, en 2020. Et finalement, De la gauche cannibale à la droite vandale. On est en 2012, au moment de 2022, pardon, au moment de la publication. Récemment, vous avez commencé à publier des ouvrages et feuilletons théoriques publiés chez Lux. Ils sont au nombre de 5, il y en aura un 6e éventuellement. Dans cette série-là, autour de l'économie, vous cherchez à dissocier, d'une part, puis je pense qu'on pourra y revenir tout à l'heure, intendance et économie. Donc, il y a une distinction à faire importante ici, on y reviendra. Puis vous essayez de redonner au terme économie, au mot économie, sa polysémie originelle. C'est un peu ça le projet. Vous êtes ici pour présenter Faire que, un ouvrage particulièrement stimulant qui réfléchit encore plus que dans d'autres ouvrages sur l'action, l'agir politique. Donc, on va pouvoir poser des questions sur cet ouvrage-là. Comme question introductive pour lancer un peu la discussion, puis comme j'ai mentionné plusieurs ouvrages que vous avez publiés, il y a là des notions qui vont revenir dans Faire que. À mon sens, c'est un peu comme un ouvrage synthèse qui reprend beaucoup des termes employés précédemment. Le terme médiocratie, par exemple, est utilisé à quelques reprises. La notion d'extrême centre va revenir également. Même la question autour des économies, de la polysémie du terme. Peut-être pour le bénéfice des étudiantes et des étudiants qui ne sont pas familières avec votre travail, pouvez-vous nous aider à comprendre un peu ce qu'est la médiocratie, par exemple, ou l'extrême centre, certaines de ces notions-là qu'on va retrouver dans Faire que? Oui, bien sûr, merci beaucoup de l'invitation. Je suis vraiment ravi d'être ici. La question est assez vertigineuse parce qu'il est assez rare qu'on fasse un retour sur son propre travail. Je suis peut-être même pas le mieux placé pour en parler, étrangement, en même temps. Mais je peux dire rapidement que je vois dans ce que je fais, disons, trois catégories d'engagement. Une qui n'a pas été mentionnée, c'est pas du tout ici important, là, c'est tout ce qui relèverait de la recherche universitaire à proprement parler sur l'auteur que j'ai étudié dans le cadre de ma thèse, qui est Georg Simmel, puis des traductions que j'ai pu faire, puis des articles comme ça dans des publications. Voilà, il y a ça. Et je trouve important de le faire, mais je trouve dommage que beaucoup d'universitaires se cantonnent dans ce registre-là, qui, à mon sens, n'est pas le seul. L'université devrait être un service public et nous devons, ne serait-ce que sur le plan d'une dette aux contribuables, les résultats de recherche qui nous permettent de produire. Deuxièmement, il y aurait ce que j'appellerais des études, ce que je n'ai pas fait depuis un certain temps parce que c'est très exigeant. Ce sont des recherches substantielles avec énormément de notes
des synthèses de travaux multiples. Et je pourrais en nommer 3, effectivement, Noir Canada sur les sociétés canadiennes en Afrique. Et ensuite, plus largement, effectivement, travail sur les minières en particulier. Un travail sur les banques canadiennes dans la Caraïbe britannique et un travail sur une pétrolière qui est la française Total, française entre guillemets, parce qu'en fait, son actionnariat est étranger. Bon. Et il y a les troisième catégorie de textes que vous avez cité vers la fin, là, qui relèvent de ce que j'appelle mes bagarres de ruelle, où là, on ferraille avec des idéologues, on essaie de secouer un petit peu le cocotier, on essaie de stimuler comme ça le débat, et là, ça va un petit peu plus vite, et c'est un peu plus stylistique. Il y a un travail sur le ton, sur le rythme, sur les enjeux. Il y a un travail aussi sur la rhétorique. Il y a un travail comme ça sur la surprise. Il y a un tantinet de provocation. Et là, il y a quelque chose de plus jubilatoire quoi, à travailler sur ces modalités-là, même si je ne compte pas le faire à tout jamais. Là, mais pour ces dernières années, ça a été plutôt ça. Et la médiocratie est le livre qui m'a... le plus surpris quant à son accueil. Je l'ai écrit, je ne me souviens plus quand, 2015 peut-être. Et c'est un livre que j'ai fait, qui regroupait des chroniques que j'avais faites dans l'ancienne mouture de la revue Liberté, là, à l'époque du tandem Gendreau-Lefebvre. Et j'avais une chronique sur l'économie, justement. Et des contributions diverses dans différents canards. Puis ces textes-là c'était pas un recueil de textes, mais Ève Delmas, mon éditrice de l'époque chez Lux Éditeur, m'avait assez sadiquement convaincu de fusionner ces textes-là dans un seul et long, une longue proposition. Il avait supposé énormément de travail pour faire converger ces textes-là vers une unité. Et il était coiffé de ce texte qui est la médiocratie. Bon. Et ce texte-là, je l'ai écrit sur un coin de table pour amuser les copains. Il y a des textes qu'on peut travailler sur des années, et faire de la recherche, puis élaborer des hypothèses, les vérifier, les tester. Il y en a d'autres, c'est plus des coups de gueule. C'était un coup de gueule. Et à ma propre stupéfaction, ça a fait le tour du monde. Ce livre-là a été publié, traduit en arabe, en italien, en espagnol, en anglais, en allemand. C'est incroyable. Et ça en disait plus long sur un état de la société que sur le texte lui-même. C'est là où on se dit, c'est un phénomène social qui est en jeu, parce que j'ai seulement dit que les gens sont médiocres. Bon, c'est pas grand-chose, mais en fait, ça allait un petit peu plus loin. Ce qui m'intéressait, d'une part, c'est de définir la médiocrité. Et ensuite, parler d'une médiocratie, mais pas tout à fait pareil. La médiocrité, en quoi consiste-t-elle? Elle consiste en une moyenne. Très souvent, spontanément, on pense à la médiocrité comme étant de l'ordre de la nullité, la bêtise, l'infériorité. Alors que ce n'est pas ça. La médiocrité, c'est ce qui remplace un mot que nous n'avons pas pour désigner ce qui est moyen, c'est-à-dire la moyenneté. On ne dit pas ça, on dit la médiocrité. Alors, on voit ce qui est une espèce d'entre-deux. Et être moyen, c'est assez exigeant. Je veux dire, il faut savoir être assidu, dire bonjour de la même manière, faire fonctionner le photocopieur, remplir le bon formulaire, comprendre le logiciel. Et puis fonctionner. Et ça nous donne l'impression de ne pas être médiocre que d'être médiocre parce qu'on ne fait simplement que convenir d'une moyenne. Et c'est pas offensant de dire ça. On est toutes médiocre en quelque chose. On fait l'omelette moyenne, on est le cycliste moyen. Mais le problème, c'est quand on rentre dans une ère qui est celle de la médiocratie, où là, on nous enjoint d'être médiocre. Parce qu'il faut être interchangeable, parce qu'il faut se laisser formater, parce qu'on est standardisé. Et il faut être moyen, non pas en vertu d'une sorte de moyenne qui apparaîtrait un petit peu spontanément, sociologiquement, étant donné une convergence des comportements, une sorte d'état des lieux. C'est une moyenne qui est idéologique. Qui est idéologique parce que certains pouvoirs privés, notamment, ont les moyens de définir arbitrairement ce qui devrait être moyen. La vitesse moyenne de travail, la connaissance moyenne en ce qui concerne le management, la maîtrise moyenne des logiciels, justement. Et donc, on est capable d'ériger artificiellement en moyenne un portrait type
de qui vous êtes censé être, que ce soit dans un centre d'appel ou dans une société d'assurance ou même dans l'enseignement, parlons-en ici, ou ailleurs, quoi. Il y a comme une pression pour tendre vers la moyenne, être capable de se conformer, bon, pour être interchangeable, pour être remplaçable dans des grands ensembles. Et là, ça suppose que si vous êtes en deçà, vous allez être écarté. Bon, et si vous êtes au-delà, vous allez être écarté aussi. Et il y a beaucoup d'exemples qui m'ont intéressé. Je n'irai peut-être pas dans le détail, mais de cas où, par exemple, si vous êtes à TVA, puis vous êtes embauché pour faire l'éclairage, et que vous êtes passionné par les films de Bergman et de Godard, et vous vous dites, tiens, je vais intégrer ça à ma pratique. Hein, quand une vedette va venir à TVA, je vais travailler sur l'éclairage. Bien, vous allez être viré tout de suite. Parce qu'il y a un standard, puis on éclaire tout le monde de la même manière, puis on éclaire à TVA, c'est-à-dire comme des couveuses, bon, c'est plein pot, puis à la fin, les invités partent, puis ils ont pondu un œuf, quoi. Et donc, l'idée de la médiocratie, c'était juste de mettre le doigt sur cette forme de standardisation qui peut être opprimante, et puis qui peut être vraiment source de beaucoup de dérèglements. Puis ça, on le transpose par la suite dans l'espace politique, quand vous réfléchissez avec politique de l'extrême centre, c'est la transposition de cette médiocrité dans l'espace politique. Oui, il y a 3 livres qui essaient de cerner le même problème sous des angles différents. Donc, il y a la médiocratie, ce qui serait l'approche modale, sociologique. Gouvernance, qui serait l'approche théorique. La gouvernance, c'est un terme abject qui est apparu assez récemment et qui est un terme qui produit ce que j'appelle une anesthésie de la pensée, est une sorte de ramassis de toutes sortes de mots qui visent en quelque sorte à dissimuler ce dont il est question lorsqu'on privatise, lorsqu'on pense en termes strictement capitalistiques. C'est pas tout à fait un terme idéologique, c'est au contraire un terme qui nous distrait de l'idéologie. Bon. Et d'un point de vue, ça c'est d'un point de vue disons, théorico-idéologique, puis d'un point de vue politique, pratique, là c'est la politique de l'extrême centre. Et l'extrême centre, je l'ai défini comme n'étant pas un endroit sur l'axe gauche-droite où on placerait le curseur, mais comme une abolition de l'axe gauche-droite lui-même au profit d'une position qui est présentée là aussi arbitrairement comme étant la seule valable. Le programme de l'extrême centre consiste à dire, en gros, c'est la ligne, si vous voulez, d'Emmanuel Macron en France, des libéraux ici, des démocrates aux États-Unis, et puis de toute cette alliance allemande là, à laquelle on s'habitue maintenant entre la droite traditionnelle et la gauche social-démocrate qui se confondent absolument, là, sans aucun problème. Ils gouvernent ensemble depuis des années. C'est l'idée de dire, en gros, plus de bénéfices pour les multinationales, plus de dividendes pour les actionnaire, toujours moins de programmes sociaux, réduction de l'écologie politique à des programmes de verdissement et d'investissement dans de nouveaux marchés, banalisation de la culture. Et là, vous avez un programme. Bon, et qui est présenté comme étant par toutes sortes de jeux d'étiquettes qu'on est capable d'imposer lorsqu'on détient les médias, lorsqu'on est allié de groupes, de centres, d'instances qui tirent dans cette direction-là. C'est toute une analyse sociologique à faire sur la constitution de ce pouvoir, mais une fois qu'il est en place, dans les écoles, dans les universités, dans les médias, dans toutes sortes de centres indépendants, qui consiste à distribuer donc des étiquettes intimidantes, consistant à présenter ce programme-là, que je viens de dénoncer schématiquement, comme étant normal, rationnel, raisonnable, responsable, inévitable. Bon, et donc, il y a des étiquettes comme ça qui sont attribuées à toutes celles et ceux qui, politiquement, s'alignent sur ce programme-là. Et plus on s'en éloigne, plus on a droit aux étiquettes péjoratives. Irresponsable, farfelu, rêveur, idéaliste, fou, complotiste, et quoi encore? Bon, et donc, c'est un pouvoir qui parvient à étiqueter beaucoup. Et le pari de l'extrême centre, ça a été de, au fond, utiliser les extrêmes connus,
hein, l'extrême droite, l'extrême gauche, comme des repoussoirs vers une sorte d'équilibre de la raison, où nous, ce qu'on présente, c'est le bon sens, et jamais il y aura une masse critique suffisante pour nous menacer du moment qu'on se présente comme étant la seule façon de concevoir les choses. Mais le problème, c'est qu'on s'est brûlé. On a joué avec le feu. Peut-être un mot sur l'épithète extrême. On a tendance à la voir strictement par rapport à l'endroit où on place le curseur sur l'axe gauche-droite, en disant que si on va soit très loin dans un sens, très loin dans l'autre, mais l'extrémisme renvoie sur un plan de la psychique, hein, à une attitude qui consiste en l'intolérance à tout ce qui n'est pas soi. Et au fond, l'extrême centre, hein, c'est Céline Galipeau qui pouffe de rire quand le représentant du Parti vert dit qu'il va imposer davantage les multinationales. C'est risible. On ne va même pas aller là. Ça, c'est ça l'extrême centre. C'est très subtil, quoi. C'est simplement de dire, il n'y a qu'une façon de penser. Vous n'allez quand même pas imaginer qu'on va imposer, hein, un taux sur, par exemple, les revenus en actions, hein, sur l'ensemble, hein, du bénéfice. Mais on va en rester à une consolidation du capital. Bon. C'est un capitalisme qui ne dit pas son nom, comme la gouvernance. Je pense qu'on a d'excellentes bases, en fait, pour lancer la discussion plus directement sur Faire que. L'ordre des questions est semblable à la construction même de votre essai. Je pense qu'on lancerait la discussion en commençant, en fait, par la première partie qui pose un peu le diagnostic, en quelque sorte, qui s'appelle l'angoisse. Je laisse la parole à Thibault. Merci, Jonathan, de me donner la parole. Merci, Alain Deneau, d'être ici. J'avais une question un petit peu technique de philosophie de l'histoire pour commencer, et j'aimerais tout simplement repartir du titre de votre livre. Faire que l'engagement politique à l'ère de l'inouï. Et il y a, me semble-t-il, un concept important à l'intérieur de ce titre, c'est celui d'inouï. En philosophie de l'histoire, d'habitude, on fait la distinction entre la nécessité, la liberté et les événements. Et de la nécessité, on dit justement que c'est nécessaire, que cela doit arriver obligatoirement. Et dans ce cas-ci, les rapports entre la théorie et la pratique sont assez unidirectionnels, puisque la pratique est orientée par la théorie, la compréhension des lois de l'histoire, de ce que l'histoire doit accoucher justement nécessairement. D'un autre côté, en philosophie de l'histoire, on distingue l'événement, ce qui est surprenant, ce qui ne devait pas devenir, mais cela advient tout de même. Et de ce point de vue-là, les rapports entre théorie et pratique sont changeants, puisque la pratique s'impose à la théorie, et la théorie devient dès lors un moment d'élucidation, de compréhension de ce qui arrive, de ce qui justement vient d'advenir et dont on doit dégager la signification. Mais vous proposez un autre concept, vous proposez celui d'inouï. Et me semble-t-il, vous avez défini l'inouï comme ce dont on savait que cela allait advenir, mais pourtant cela ne devait pas advenir. On sait que ça doit advenir. Par exemple, la crise climatique, on sait que ça va arriver. Et puis à chaque fois qu'on ouvre notre télé, on voit des horreurs à la télé, on voit tant de... Voilà. Puis on sait exactement que cela va arriver. Et pourtant, ça ne doit pas arriver. Et donc, j'ai l'impression que l'inouï ici peut être constitué comme une catégorie historique nouvelle, une catégorie nouvelle de compréhension de l'histoire, et que cela recommande, en fait, d'une manière ou d'une autre, de reconstituer les rapports entre théorie et pratique. Et donc c'est la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que l'on peut faire de l'inouï justement une catégorie nouvelle de compréhension de l'histoire? Et si oui, quels sont les liens nouveaux, les médiations nouvelles que l'on devrait tisser entre la théorie et la pratique? Merci beaucoup. Je vais implicitement ou explicitement partir de cette problématisation-là, en disant qu'il y a effectivement, oui, des événements dont certains surprennent tout en restant pensables, et d'autres qui surprennent en stupéfiant. C'est comme ça que je les distinguerais. Il était quand même assez inattendu que la Russie envahisse l'Ukraine, sauf auprès de gens assez bien informés qui connaissaient très bien la psychologie de Vladimir Poutine et qui savaient que lorsqu'il annonçait quelque chose, il le faisait, et que c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de secrets, et que c'était peut-être pas une bonne idée d'amener l'OTAN aux portes de la Russie. Bon. Mais pour le commun, c'était étonnant. Donc, et c'était un événement. Bon. Pensable. Parce que l'idée qu'une armée envahisse un État voisin n'est pas inouïe. C'est pas saugrenu du point de vue de l'historiographie. C'est surtout pas sans précédent. Je me suis intéressé à la caractérisation de notre époque en tant qu'elle est inouïe pour marquer deux choses, c'est-à-dire un certain nombre de réalités factuelles, mais aussi une façon culturelle d'en parler en tant qu'on la présente comme inouïe.
Donc, il y va d'une sorte de... Là, j'en viens à la théorie, si vous voulez, une sorte de critique sur notre incapacité à penser ces phénomènes extrêmement singuliers auxquels nous sommes confrontés. Et je peux essayer de départager tout ça. En ce qui concerne les faits, mettons, les bouleversements climatiques, il y a quelque chose d'absolument formidable à voir ce qui se présentait à nous pendant des siècles comme étant la stabilité, s'éroder, chanceler. Bon. Et là, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'étudier le deuxième chœur de la tragédie de Sophocle, hein, d'Antigone de Sophocle, hein, où là, vous avez les sujets humains qui parlent de la façon dont ils ont pu domestiquer la nature, tout en ayant un respect pour la nature en tant qu'elle est puissante, elle est stable, elle est forte, elle est ce sur quoi notre action fait fond. Et là, vous êtes dans un temps où on ne peut plus dire ce fameux adage que les économistes aiment tant, toute chose étant égale par ailleurs. Là, il n'y a plus rien d'égal par ailleurs. La rivière, hein, au bout de mon rang, où mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père allaient se baigner, buvaient de l'eau, nettoyaient ses choses. Hein, cette rivière qui était le fond stable des choses, hein, le signe, hein, d'une transversalité des générations dans un temps immémorial. Cette rivière-là, en une génération, elle est pleine d'algues bleues, on ne peut plus y aller, on ne peut même pas s'en approcher, l'eau n'est surtout pas potable, et ainsi de suite. Donc, vous êtes devant un monde qui se transforme d'une manière radicale, au sens où les bouleversements climatiques ne sont pas simplement synonymes de crise grave et répétée, érosion des côtes, inondations, canicules meurtrières, incendies de forêt, ouragans, tornades, ainsi de suite. Ce n'est pas que ça. C'est un phénomène qui échappe complètement à l'agir humain, au sens où il est désormais autonome et exponentiel. Et là, je vais arrêter de parler de sujet humain parce que c'est à être myope conceptuellement, mais parlons de l'activité industrielle de type occidental. En ce qu'elle a provoqué, c'est le fait de détraquer le système Terre. Le système Terre qui avait une certaine stabilité, bon an, mal an, je préfère dire une économie, hein, il y avait un certain agencement. Hein, ce système Terre-là s'est trouvé détraqué de telle sorte qu'il travaille lui-même, qu'il œuvre lui-même au réchauffement climatique. Vous avez une diminution des surfaces d'albédo. Les surfaces d'albédo, c'est les surfaces blanches, réfléchissantes, hein, au profit d'une étendue océanique qui augmente de façon à se charger davantage de la chaleur des rayons solaires, ce qui entraîne d'une manière encore plus accélérée la fonte des glaciers qui restent, de sorte que la chaleur augmente par elle-même, au point où les canicules qui s'ensuivent provoquent des incendies de forêt qui nous font perdre des puits de carbone naturels, sans parler de l'action industrielle, qui fait qu'on perd l'équivalent d'une Autriche en forêt par année sur la Terre. Bon, et donc tout ça jusqu'à ce que le pergélisol, les croûtes glaciaires se fissurent et libèrent un méthane qui est naturellement enfoui et qui constitue un gaz à effet de serre infiniment plus redoutable que le CO2 dont on parle tant. Donc là, vous voyez qu'on est parti vers une sorte de mécanique tragique qui nous échappe, en tant que là, il s'agit d'une grande cause qui ne relève plus de la décision humaine. On pouvait être pacifiste dans les années 30 et espérer que Hitler ait un petit peu de plomb dans la tête, puis là, vous imaginez toutes les déclinaisons de la métaphore que vous voulez. Bon, de façon à ce qu'on évite une guerre, on était encore dans l'ordre de la décision humaine, de l'événement relevant. Là, on est dans quelque chose qui échappe complètement qui est inouï, c'est-à-dire qui ne renvoie à aucun modèle. Bon, et je pourrais parler de la perte de biodiversité, le fait qu'on met en péril aujourd'hui 1 million d'espèces. 80% des espèces aujourd'hui sont menacées de disparition à terme si l'activité industrielle n'est pas radicalement réformée. C'est sans pareil dans l'histoire, et c'est ainsi, là j'arrive à mon deuxième sujet, que cela nous est raconté. Le GIEC, l'IPBES, la revue Nature, tout le discours sur l'Anthropocène, les climatologues nous disent
Jamais n'a-t-on vu une telle disparition des espèces depuis des millions d'années. Jamais n'a-t-on vu une telle perturbation de l'ordre climatique depuis 10 000 ans. Ça s'est jamais vu depuis tout ce temps, et c'est sur cette base-là, sur la base de ces récits-là, que nous pensons l'actualité. Donc, en tant que c'est inouï, inouï au sens littéral, inouï, ça n'a jamais été oui. C'est inédit. Hein? Et peut-être, c'est là que je vais en venir, indicible. Bon. Et pourquoi est-ce ainsi? Bien, l'ordre des faits lui-même, que je ne conteste pas, mais l'ordre des faits, il doit toujours être dit, il doit toujours être raconté. Et la façon de le raconter, c'est sur la base de l'inouï, parce que nous avons confié d'une manière hégémonique l'élaboration du discours aux sciences exactes. La philosophie et les sciences humaines commencent à peine à élaborer des objets, des concepts, des discours sur tout ça. Hein? Toujours en partant du GIEC, hein, qui ne commence pas en citant le GIEC, et en laissant au fond, des scientifiques des sciences exactes qui font un travail salutaire, nécessaire, crédible, pertinent, prendre néanmoins toute la place et occuper le discours de concepts qui ont une portée sociale, politique, culturelle très limitée. Et ça, c'est le Bruno Latour-Tardif qui en parle assez bien, les 8 conférences sur Gaïa. Bon. Alors, vous êtes devant quelque chose d'inouï. Et qu'est-ce que c'est quelque chose d'inouï? C'est quelque chose qui ne se laisse comparer à rien. Et c'est là où moi, je m'en prends beaucoup à l'adage. Je ne sais pas qui est allé nous sortir cette affaire que comparaison n'est pas raison. Là. Parce qu'au fond, au contraire, quand lisez Paul Venn là-dessus, c'était son travail sur l'historiographie, c'est passionnant. Hein? Lorsqu'on raisonne, on ne fait que comparer. On est toujours en train... D'ailleurs, le problème, quand on raisonne, c'est que souvent, ce à quoi on pense, quand on pense quelque chose, devient souvent plus important que ce qu'il y a à penser. Alors, je pense que c'est un petit peu ce qui nous est arrivé dans l'épisode COVID. C'est que notre mémoire mystérieuse, culturelle, sur la malaria, la lèpre et la peste, a pesé plus, je pense, que ce qu'il y avait à étudier spécifiquement. Donc ça, le problème est plutôt là, quoi. C'est qu'on convoque tellement le passé pour penser le présent que le passé devient une source de colonisation. Mais là, on est au contraire devant une situation qui est impensable, indicible et qui confine à l'angoisse. Donc, l'angoisse étant un affect qui ne s'accompagne d'aucun symbole, d'aucun sème, d'aucun... Bon. Et je crois que cela traduit un de nos problèmes. Peut-être le seul ersatz qu'on a pour suppléer le manque de références historiographiques, parce qu'il n'y en a pas, parce que c'est inouï, c'est l'Apocalypse dans la Bible. Et là, vous avez le cinéma d'Hollywood qui se vote là-dedans, qui nous la rejoue, et allez, on en remet. Et ça, on est bien bon pour imaginer la fin ultime et absolue, ou le déni. Mais c'est entre les deux qu'il y a un problème. Merci. Vous venez de mentionner justement que le caractère inouï de ce que nous vivons produit chez les personnes qui le vivent, c'est-à-dire nous, de l'angoisse. Cependant, dans votre livre, vous ajoutez que cette angoisse est peu propice à une politisation. Vous dites qu'elle est un petit peu désarmante, enfin totalement désarmante, et on pourrait vous objecter que... Après tout, pourquoi pas cette angoisse ne pourrait-elle pas être le ressort en fait d'une sorte de politique désespérée, une politique de désespoir, une politique du sabotage, admettons. Est-ce que vous pouvez préciser cette idée comme quoi l'angoisse que nous vivons au contact de l'inouï serait apolitique, en quoi elle pourrait ne pas l'être? Tout à fait volontiers. Peut-être que j'ai appris à le préciser à force de parler d'un bouquin, parce qu'il y a toujours 3 moments quand on fait un bouquin, quoi. Il y a l'élaboration primaire, mettons, ensuite il y a l'écriture, puis ensuite il y a toutes ces interventions comme celles que vous me permettez de faire aujourd'hui, où on précise, on rectifie, on ajuste, quoi. Bon, et vraiment, moi, je répète cette métaphore que je réitère à l'envi. L'angoisse, c'est comme le cholestérol, il y a la bonne et la mauvaise. Bon, il y a la bonne et la mauvaise angoisse. La mauvaise angoisse consiste à rechercher des objets de substitution. C'est-à-dire, je suis mal, et l'angoisse, justement, d'abord, l'angoisse, c'est pas l'anxiété. Et l'éco-anxiété, c'est pas l'éco-angoisse. Et ça, c'est un des problèmes, c'est que tous nos termes, tout le vocabulaire pour penser l'écologie politique vient soit
de la bourgeoisie libérale, et là, lisez là-dessus Fabrice Nicolino, si vous voulez désespérer un coup, lisez-le plutôt le matin, avant de vous coucher, sur l'idéologie qui travaille le discours écologiste, c'est saisissant, ou bien des sciences exactes qui, à un moment donné, s'aventurent au-delà du périmètre de compétences, et commence à faire, là, les sciences exactes, ça peut être un biologiste, un paléontologue, un climatologue, peu importe, un médecin, comme ça, qui commence à faire de la philosophie, de l'histoire, de la sociologie et de la politique, un peu sur un mode très, au fond, vertical, là, au sens où si tu es chimiste, nécessairement, tu es capable de faire de la sociologie, parce qu'il y a comme une échelle, là, bon. Il y a quelque chose de darwiniste, là, qui est un peu à l'œuvre implicitement ou inconsciemment. Il reste que la personne qui a élaboré le terme d'éco-anxiété n'était pas dans le domaine. Parce que quand on parle d'éco-anxiété, en fait, ce qu'on désigne, c'est plutôt de l'angoisse. Hein, l'angoisse, qu'est-ce que c'est? C'est une émotion, c'est un affect, dirait Spinoza, hein, c'est un affect qui ne s'accompagne d'aucune représentation, d'aucun terme, d'aucune image, d'aucun symbole. C'est une énergie pure qui nous perturbe. C'est ça, une angoisse. L'anxiété, c'est le contraire. L'anxiété, c'est quand un objet nous obsède. Et puis, il peut y avoir de l'éco-anxiété. Il faut seulement savoir de quoi on parle. Hein. Si vous êtes cultivateur et vous observez des canicules comme ça, interminables, vous pouvez être anxieux pour vos récoltes. Bien sûr, ça, c'est de l'anxiété. L'angoisse, c'est plus philosophique. C'est plus existentiel. C'est quand on sait qu'il y a quelque chose dans le monde aujourd'hui d'inouï, qui tourne pas mal, qui tourne pas bien, je dirais, et qu'on arrive mal à définir. Et là, on éprouve de l'angoisse. Et donc, c'est une émotion qui nous envahit, qui nous perturbe, qui nous obsède. Et lorsqu'on la vit mal, et là, ça ne concerne aucun type de diplôme, aucun âge, rien. C'est un mécanisme de défense. C'est démocratique d'une certaine façon. À ce moment-là, on se rabat sur des objets de substitution. Et, à mon sens, j'ose ce postulat, c'est ce qui explique aujourd'hui l'essor de l'extrême droite. Je fais un rapprochement très étroit entre l'angoisse et l'éco-angoisse du temps, hein, et l'essor de l'extrême droite, à savoir que l'extrême droite fleurit, prospère dans des périodes historiques de désarroi, en offrant deux choses qui sont des aubaines pour le sujet qui vit la mauvaise angoisse. C'est, d'une part, les objets de substitution, et d'autre part, la paresse intellectuelle. On vous offre des boucs émissaires sur un plateau d'argent, c'est eux les coupables, hein, et on vous offre de la paresse, et que tout irait bien si on faisait ablation, puis on les expulsait, les enfermait, les assassinait, hein, les convertissait, ou quoi encore. Bon. Et ça permet une sorte de paresse, parce qu'on se dit, ben, si on se débarrasse de ces problèmes faciles à identifier, eh bien, on peut revenir au formol du temps, de rentrer dans une sorte d'engourdissement collectif et jouir à tout jamais de la pulsion de mort. Bon. La bonne angoisse, elle, c'est l'angoisse que l'on perçoit d'abord, ça c'est le plus important, comme un signe de santé mentale. Je suis angoissé parce que l'époque l'explique. Et c'est surtout pas une tare, c'est surtout pas un problème. Et il faut éviter de tomber dans le titre d'un livre pour enfants sur lequel que j'ai vu là, il y a quelque temps, là, qui disait l'éco-anxiété ne passera pas par moi. Là, une petite fille qui fait « Non! » Moi, je suis plus forte que l'éco. Non, il faut pas. Faut pas se montrer plus fort que, puis refouler. Parce que c'est sûr qu'on va se rabattre sur des objets de substitution qui vont faire que l'angoisse va toujours revenir parce que c'est seulement, il y a du retour de refoulé, quoi. C'est seulement une sorte de déni. Bon, donc il faut passer par l'angoisse, mais passer par l'angoisse, ça veut dire ne pas s'y identifier. Ça veut dire utiliser, au fond, l'énergie à l'air libre, hein, de l'angoisse au profit d'un objet qu'il faut apprendre à se donner. Il faut se donner des objets, élaborer des objets à partir de cette force-là, qui nous font sortir de l'angoisse ou passer la case de l'angoisse, parce qu'ils regardent les choses en face, qui se mesurent aux réalités du temps. Et pour ce faire, il faut que cet objet-là, l'objet, vous voyez, quand je dis objet, l'objet, je ne parle pas d'un objet physique, là, je parle de ça sur quoi la pensée porte.
Au Moyen Âge, l'objet, c'était la chrétienté. Au 18e siècle, c'était la science, la raison. Au 19e siècle, pour certaines catégories sociales, c'est le socialisme. À la fin du 20e siècle, ici, il y a eu un objet très porteur, c'était l'indépendance du Québec. Ça, c'était un objet qui, avant que ça devienne une élucubration de droite frustrée. C'était vraiment un objet qui n'était pas juste une question dans un sondage. C'était un objet qui conditionnait la façon qu'on avait de s'habiller, les chansons qu'on chantait, les textes de sciences sociales qu'on lisait, la conception de l'histoire qu'on avait, le rapport au territoire, l'amitié qu'on avait, même les types de bières qu'on buvait. C'était tout ça. C'était un projet, c'était ça. Un objet, c'est quoi? C'est ce sur quoi l'objet porte, sur quoi la pensée porte, au point de porter la pensée, c'est-à-dire de nous porter à agir. Et peut-être un terme qui est plus adéquat encore, c'est celui de dessein, D-E-S-S-E-I-N. C'est une pensée qui, en même temps, nous fait agir. Bon, mais pour que ce soit le cas, pour qu'on soit capable de se donner des objets adéquats, il faut soi-même produire quelque chose d'inouï. Il faut être en phase avec ce qui est radicalement nouveau. On ne peut pas juste sortir les vieilles lunes. Puis restaurer des vieilles façons de penser en espérant être en phase avec quelque chose de singulier. J'aime bien pour cela, je veux dire, en cela, le philosophe Baptiste Morisot, qui a développé la notion de chimère pour penser ce dans quoi on est, quoi. Le fait que des lieux géographiques deviennent méconnaissables en 50 ans, que des nouvelles espèces se créent parce qu'il y a des migrations inattendues avec les changements climatiques, ainsi de suite. Tout change. Ce sur quoi on fondait le savoir est en pleine mutation. Donc là, on est obligé de penser d'une manière nouvelle. Mais pour que ça advienne, pour que ce passage advienne, force est de se donner des dessins et des objets qui sont à la fois lucides et joyeux. Bon, il faut que ça aille ensemble. Il faut essayer de faire tenir ça ensemble. La lucidité, sans la joie, c'est la dépression. Et la joie, sans la lucidité, c'est TVA. Quoi. Non, mais c'est les paillettes, bon, c'est le déni, c'est être imbécile heureux, c'est facile. Quoi. Là, l'idée, c'est d'avoir une joie à la Spinoza ou à la Nietzsche, si vous voulez. C'est-à-dire cette espèce de joie qui était finalement simplement un signe de vitalité, témoignant du fait qu'on se compose avec quelque chose. On se compose avec quelque chose qui est à l'extérieur de soi, mais qui est propre à nous, à nous affecter. Quoi. Bon. Et ce type d'objets-là, sont ceux qui nous portent à agir. Vous le construisez, cet objet-là, dans la deuxième partie de votre ouvrage. On est plus dans la réflexion autour de l'agir. On y arrive progressivement. J'ai l'impression que dans ce segment-là, plus que dans tous vos ouvrages passés, il y a une réflexion très dense autour de la langue, des questionnements autour. Je pense que ça apparaît aussi dans le premier segment de votre ouvrage où vous réfléchissez au sens de développement durable, qui est un oxymore à proprement parler, effectivement. Mais j'ai l'impression que c'est très présent dans ce segment-ci, dans la deuxième partie de votre ouvrage, puis que le langage et les réflexions autour de l'étymologie, la signification, n'ont jamais occupé autant de place dans votre œuvre. Peut-être que j'exagère, mais j'ai vraiment l'impression que c'est omniprésent. Et là, je pense à des exemples tout bêtes. Vous avez mentionné inouï au sens de jamais ouï, jamais entendu, never heard of. C'est un peu ce sens-là, finalement. Je pense à marketing qui, dites-vous, signifie littéralement rendre tout conforme au marché. C'est la signification de marketing. Donc, il y a toutes ces réflexions-là qui sont omniprésentes dans cet ouvrage-là et je trouve que ça lui donne une richesse. Et puis, dans une section où vous réfléchissez au faire que, donc qu'est-ce qui se produit quand on inverse l'équation? Ce n'est plus un que faire accusatif, c'est faire que avec le point d'exclamation. On est dans l'agir politique, il faut poser une action face à cette angoisse. Il faut lui trouver un objet concret. Et là, vous arrivez à une section que je trouve importante, une réflexion où vous dites « Le faire que invite à l'action, en appelle au collectif », mais vous rappelez, et je vous cite, « insoumis, décroissant, anarchiste, anti-impérialiste », toutes ces dénominations-là sont privatives. D'une part, j'aurais envie de vous poser la question, donc pourquoi est-ce qu'il y a une plus grande présence du langage et questionnement autour de la langue dans cet ouvrage-là, ou alors c'est une préoccupation qui est une constante? Puis d'autre part, peut-être plus important encore, qu'est-ce qu'il y a dans ces dénominations privatives? Oui, il y a beaucoup de choses. Hein. D'abord, il y a des auteurs comme ça, on peut à peine les citer parce que dès qu'on y touche, c'est comme si on était obsédé par eux ou dans une idolâtrie. Ce n'est pas le cas, mais par exemple,
Tu sais, je pense par exemple à quelqu'un comme Foucault, Freud, Marx, ainsi de suite. C'est comme s'il fallait toujours se défendre d'être quelque sorte dominé par eux dès qu'on les cite. Mais j'en citais un du genre, c'est Derrida. J'ai suivi ses séminaires quand j'étais étudiant, quoi. Bon, puis il a compté, bon, mais comme d'autres, quoi. Bon. Et effectivement, ben, ce qu'on peut tirer, comme la part de Maurice Blanchot, par exemple, qu'on peut tirer comme enseignement, et ça c'est très important en ce qui concerne la pensée critique, c'est que non, nous ne détenons pas les mots, c'est eux qui nous détiennent. Bon, les mots sont plus forts que nous. Dire c'est plus fort que nous, plus fort que si vous vous engagez un combat avec un lutteur sumo. Là, okay? Les mots sont plus forts que nous. Bon. Et la seule liberté qu'on ait, c'est de savoir avec quel mot on pactise. Parce que du moment que vous touchez à un mot, ben vous êtes pris. Il a ses prémices, sa mémoire, son histoire, ses tendances logiques, ses projections, ses enchaînements. Il est plus fort que vous, il vous tire, il vous aspire, vous êtes pris avec ce mot-là. Donc, si vous dites « Ah, j'ai une demande de subvention à faire, juste mettre ce mot-là, j'y crois pas du tout, mais je le mets là pour le fun, puis je vais avoir de l'argent », vous êtes pris, il va vous tirer, vous le rattraperez jamais. Bon. Et ça m'a intéressé ça un peu tout le temps quand même, gouvernance, avec les fameux termes politiques aujourd'hui, la militance, la survivance. C'est terrible ça, dire la militance, ça milite. C'est comme la militance extatique sous l'effet des drogues. Quoi. Total, de quoi Total est-elle la somme? Une entreprise qui s'appelle Total, c'est pas rien. Bon, j'ai parlé de son totalitarisme, du coup, je pense que ça va être excessif, quoi. Elle s'appelle comme étant total, mais j'ai fait l'histoire de la création de ce terme. Bon, voilà, ça revient un petit peu souvent, et là, peut-être que c'est un petit peu plus marqué du fait d'une sorte de contrainte que je me suis donnée dans Faire que a 3 parties. Je dirais que la première partie, c'est le diagnostic, qui porte effectivement sur l'angoisse. La dernière partie, c'est le dessin. Bon, on pourrait dire ça comme ça. C'est la réponse, parce que je peux quand même pas juste dire aux gens, ben, débrouillez-vous, trouvez un objet, puis moi, je rentre chez moi. Donc, j'ai un peu montré, au fond, par exemple, qu'est-ce que ça peut être. Puis, le passage intermédiaire, c'est vraiment la transition, quoi. Mais dans le bon sens du terme, là, je parle pas du terme qui a été galvaudé. Bon, et là, je me suis enfermé dans une contrainte. C'est rare que je fais ça à ce point-là, mais vraiment oulipienne. C'est que l'idée, c'était de faire un livre qui se serait intitulé « Que faire ?» en partant de Lénine. Et en faisant mes recherches tout de suite, j'ai été abasourdi de voir à quel point il y a, depuis la modernité, de livres qui ont pour titre « Que faire ?» C'est incroyable. C'est la question politique de prédilection. C'est un livre qu'on est toujours en train de recommencer. Et c'est même pas Lénine qui a écrit le premier, c'est Nikolaï Tchernychevski, un romancier révolutionnaire d'extrême gauche en prison, qui a écrit un roman qui s'intitule « Que faire », que Lénine a lu, qu'il n'a pas compris, mais qu'il a beaucoup aimé, et donc il a repris le titre tout autrement en faisant tout autre chose. Et peut-être que le « Que faire » de Tchernychevski relève à un texte de Babeuf, à l'époque de la Révolution française, sur la fiscalité. Et ensuite, vous avez une panoplie de « Que faire », qui vont de Jane Fonda à Daniel Cohn-Bendit, en passant par des connards d'extrême droite jusqu'à des artistes qui font de la poésie, et ça s'appelle « Que faire ». Bon, et là, je me suis dit, non, je vais m'en ajouter un, la cour est pleine, mais je me suis intéressé à ce phénomène-là et je me suis obligé à citer tous les que faire que j'avais trouvés. C'était là la contrainte oulipienne. Et j'ai fait à la fin... de Georges Perec. Oui, c'est ça. J'ai quand même mis des « E » dans mon chapitre. Mais l'idée, c'était de... C'est ça, le mouvement oulipien, qui est un mouvement littéraire, c'est de travailler en se donnant une contrainte, puis en voyant où ça nous mène, quoi. Bon, et là, j'ai slalomé entre tous ces textes-là qui s'intitulent « Que faire ». Et ce qui était intéressant dans un premier temps, c'est de voir la portée de ces textes-là, leur force, et surtout celui de Lénine. Lénine, c'est infréquentable. Si c'était Lénine, déjà, il faudrait presque que je m'excuse. C'est juste, faut pas toucher à ça. Bon, mais ce qui est intéressant quand on lit le Que faire de Lénine, qui est un texte de pensée politique tout à fait axé sur l'agir, l'organisation, le rôle des intellectuels, le rôle des militants. Là. Bon, c'est de dire ce texte-là est extrêmement puissant du moment qu'on revoit toutes les phrases en leur mettant des points d'interrogation. Dès que vous transformez les affirmations de ce programme que Lénine lui-même a présenté comme étant absolument circonstanciel et confiné à un temps très précis de l'histoire, c'est-à-dire l'année à peu près 1904-1905, toutes les questions sont posées.
Si on milite, qui sont nos adversaires, qui sont nos alliés, qui sont les mous qui pourraient se rallier à nous si on crée un conformisme à peu près dominant, quels médias on utilise, qui sont ceux qui sont prêts à nous tuer, qui sont... ainsi de suite. Il les pose toutes, et là, je les ai reformulées à un moment donné sur 2 pages. Là, toutes les questions qu'on peut tirer du que faire de Lénine. Puis après ça, de voir un peu comment ce texte-là se balade, comment il est récupéré au 2e, 3e, 8e degré par toutes sortes de gens, et parfois comment des gens le citent sans même le connaître, bon, ainsi de suite. Et à un moment donné, on frappe à la limite de l'expression. Le problème de que faire, c'est que c'est une question rhétorique qui suppose une réponse. C'est un peu comme le soyez spontané, là, c'est-à-dire que c'est une injonction paradoxale parce qu'il y a le verbe faire, mais en même temps, il y a un point d'interrogation. Donc, vous voulez faire, mais vous vous arrêtez pour écouter la consigne. Donc, il y a un mouvement qui est tout de suite brimé. La consigne, elle vous vient de la personne qui pose la question, parce que poser la question, c'est se proposer d'y répondre soi-même. Et donc, il y a un sujet très fort qui est l'auteur de la question. Et ça suppose une réponse très, très précise, parce que le « que » du « que faire », c'est un pronom interrogatif qui renvoie, au fond, à un complément d'objet direct. Et les 2 verbes sont appelés tout de suite à se transformer. Le « que » est appelé à devenir un complément d'objet direct où on va énoncer les directives, les critères du programme. Et le « faire » est un verbe passe-partout qui est appelé à se transformer, lui aussi, en d'autres verbes. Bon, et tout ça sous l'impulsion de l'auteur de la question qui, au fond, monopolise la subjectivité politique en seulement formulant cette question-là. Donc, on voit, autant cette question a une force, autant elle a des limites. Et je me suis rendu compte qu'en inversant les termes, on débloquait la situation. Faire que, en mettant un point d'exclamation. Là, on est dans le faire. Faire que. Et le que change complètement de statut parce que le que devient une conjonction de subordination qui appelle un subjonctif. Et là, le subjonctif, ça, c'est le temps, enfin, c'est le mode des aspirations, des possibles, des projections, des espoirs. Au fait que, et là, vous parlez, puisse-t-on, voilà. Et là, on est dans quelque chose là, qui est de l'ordre de la projection, qui engage tous les sujets. Parce que du coup, ça engage tous les sujets, parce que c'est, au fond, l'idée, c'est l'appel à une conjoncture. Que faire pour faire en sorte que le monde soit habitable, les relations sociales soient justes, qu'il y ait un rééquilibrage à mains égards, ainsi de suite. Et le « que » aussi a une toute autre fonction grammaticale. Bon, donc là, on est dans quelque chose qui est d'une autre nature, et ça m'a semblé important de travailler sur ces enjeux-là, parce que j'en ai vraiment, franchement, moi, vraiment assez de sentir le peu d'égards qu'on a pour la langue, à commencer par les institutions d'enseignement et de recherche. Je suis consterné. Là. Je viens d'apprendre que mon université me demandait, dans mes plans de cours, d'assurer le contrôle qualité. Je me dis, mais on fait des saucisses ou quoi? C'est... Thibault. Merci. Donc, vous venez de dire que la question « que faire » a été posée à de nombreuses reprises et de nombreuses manières, mais vous mentionnez aussi dans votre livre que cette question aurait peut-être été remplacée par une autre question depuis quelques décennies, non pas la question « que faire », mais la question « qui faire ». Et vous semblez, dans votre livre, faire une opposition entre, d'un côté, une gauche économique, une gauche traditionnelle, la gauche socialiste, d'un autre côté, une gauche identitaire, culturaliste. Et vous semblez suggérer que cette gauche culturaliste ou cette gauche identitaire aurait peu de rôle à jouer dans le cas de ce qu'on pourrait appeler la transition écologique ou la sortie du capitalisme. Est-ce que c'est ce que vous dites? Quelle place aurait cette gauche culturelle éventuellement dans une politique écologiste? Mais elle a absolument toute sa place. Je veux dire, l'écoféminisme est central dans la perspective qui va m'intéresser, qui est la biorégion, tout comme le rapport de la culture, des cultures autochtones, mais aussi, j'ajouterais, les cultures africaines, ainsi de suite. On a vraiment besoin de tous les concours. Moi, ce qui m'a intéressé, là, au titre du « qui faire », c'est plus la question des excès. Et au fond, je dirais des objets substitutifs de gauche.
Bon, je me suis beaucoup intéressé et plus aux objets substitutifs de l'extrême droite parce qu'ils me semblent infiniment plus graves, dangereux, redoutables, ainsi de suite. Et eux, par contre, sans aucun fondement, parce que le fondement est eugéniste, il est racialiste, il est délirant, alors que les objets de substitution à gauche me semblent relever plutôt d'un surcroît de ce qui est à la base pertinent. C'est quand même une toute autre configuration, à savoir que oui, dire l'identité sexuelle, l'identité sociale, l'identité historique, l'identité sociétale est tout à fait importante. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a permis, tous ces discours sur l'intersectionnalité, d'arrêter d'être myopes sociologiquement en parlant toujours des grands communs, comme le peuple, le démos, la citoyenneté, ainsi de suite. Donc, ça nous a donné une finesse. Mais comme le dit Aristote, il y a toujours un rapport à la médiété. C'est-à-dire qu'on peut toujours procéder soit par excès ou par défaut. Nier tout ça, c'est procéder par défaut. Procéder par excès, c'est-à-dire ça serait ne plus voir que ça. Ne plus agir qu'en fonction d'un critère ou deux critères, puis de tout ramener à ça. Et à ce moment-là, ça m'apparaît être un objet de substitution. C'est-à-dire que comme on vit de l'angoisse, on peut se rabattre aussi sur des formes comme celle-là et ne plus voir qu'elles. Plutôt que de les situer dans une histoire par rapport à des causes qui méritent, je crois, d'être calibrées, bon, d'être mises en rapport. Bon. Un autre objet de substitution dont je parle aussi, c'est l'objet de substitution de la droite écologiste, qui va consister à dire, heureusement, il n'y a plus de paille en plastique dans les Tim Hortons, donc tout va bien. Puis il y a le développement durable, donc voilà, les entreprises sont devenues écologistes. La preuve, c'est qu'elles nous le disent. Puis elles nous vendent des produits avec des petites feuilles qui sourient dessus, puis ainsi de suite. Donc là, ça, c'est un objet de substitution aussi. Puis c'est à ce titre-là que je me suis intéressé à la question du qui faire, c'est-à-dire que il y a des limites à enfermer un sujet dans des caractéristiques qui lui sont propres, de la même manière qu'on le dénonce quand c'est l'extrême droite qui le fait. On ne peut pas enfermer quelqu'un dans sa catégorie sociétale comme s'il était absolument déterminé par elle et prévisible en cela. On se nuit, on empathie à agir comme ça ou à penser comme ça. Je propose le passage tout de suite à la troisième section. On a réfléchi quand même au dessin, comme vous le disiez. Je commencerai cette section-là qui aborde les biorégions par une question toute simple. Que sont les biorégions pour le commun des mortels? Je peux peut-être essayer de voir à partir d'une définition que vous nous donnez dans votre ouvrage, puis je la comparerai avec une autre définition qui est celle de Serge Latouche. Serge Latouche, lui, va définir la biorégion de cette manière-ci. C'est un territoire délimité par des caractéristiques écologiques relativement homogènes et autonomes, en cohérence avec la population, sa culture et son histoire. J'ai l'impression que cette définition-là, de la biorégion, repose sur une conception de la biorégion en tant que lieu, qu'espace physique. Puis je la compare avec votre définition où vous dites « La biorégion, c'est un acte de résistance de la part des peuples ou de peuples régionaux qui entendent se donner une souveraineté alimentaire, une autonomie énergétique et une liberté intellectuelle. » Je vois dans cette opposition-là, entre deux définitions, d'une part, une conception un peu, peut-être une réification, l'espace biorégional du côté de Latouche, et vous semblez le concevoir plus comme un lieu où l'agir est immédiatement interpellé. Donc, il se définit par l'action. Est-ce que j'ai raison de le voir comme ça? Est-ce que vous le concevez de cette manière-là, plus dans l'agir, dans l'action? Qu'est-ce que la biorégion, selon vous? Je dirais que je conçois surtout, et c'est peut-être ce qui... j'ai cette présomption-là, représente une contribution de ma part à l'élaboration de ce concept qui a 50 ans, donc qui est tout jeune. C'est quand même stimulant quand on est en philosophie de s'attaquer à un concept qui a 50 ans plutôt que 2500 ans. On sent qu'on a une partition, un rôle à jouer, oui. J'ai surtout voulu éviter, c'est pour ça que la définition et le terme vient à la fin, j'ai surtout voulu éviter qu'on réduise la notion de biorégion, qui est mon dessin, qui est mon objet, qui est ma prise, ma bouée pour sortir de l'angoisse et de l'éco-angoisse. J'ai surtout voulu qu'on évite de faire de ce terme-là une utopie, une idée. Et pire encore, ce que j'ai appelé une option à la carte du restaurant électoral où on se demande ce qu'on va manger pendant 4 ans. Je n'ai pas voulu que ça soit en quelque sorte... J'ai voulu que cet objet soit à la hauteur de la singularité du moment, c'est-à-dire qu'il soit lui-même inouï.
Hein, qu'on puisse pas le rapporter à quelque chose qu'on connaît trop rapidement. Bon. Et du coup, la biorégion, pour ma part, avant d'être quelque chose qu'on peut définir par rapport à la morphologie d'un territoire, aux dynamiques d'un territoire, effectivement, c'est absolument fondamental, là, et un rapport social à ce territoire-là en tant qu'on apprend à le réhabiter. Avant même d'en venir à cela, j'ai présenté la biorégion comme étant le nom de deux choses. D'abord, le nom d'une prise de conscience de type anthropologique que seuls les orgueilleux sujets occidentaux modernes ont à faire, c'est-à-dire se rappeler en dernière instance deux évidences anthropologiques. D'abord, nous sommes mutuellement dépendants les uns des autres là où nous nous trouvons. Et là, je ne vous parle pas de la mondialisation néolibérale où on consomme les amandes de la Californie, puis les kiwis d'Israël, puis le plastique de la Chine, puis le textile du Bangladesh. Là. Je vous parle de nous là, dans une sorte d'environnement immédiat. Hein, quand Aristote parlait de la cité politique comme étant un ensemble, une communauté qu'on peut à peu près embrasser du regard. Bon, plus ou moins, ça reste une métaphore. Là, bon. Parce que, au fond, pour le dire autrement, biorégion est le nom d'un moment historique extraordinaire où nous vivrons la contraction de la géopolitique, de la mondialisation à la région. Et tout d'un coup, nous allons être confrontés à ce dont l'épisode COVID a été un peu le prélude, mais d'une manière durable, beaucoup plus que n'importe quel développement, hein, savoir des bris d'approvisionnement, surtout en ce qui concerne les énergies abordables et abondantes, bris d'approvisionnement en ce qui concerne les minerais abordables et abondants, dont dépend toute la pseudo-transition énergétique, là, à des problèmes organisationnels en ce qui concerne toute la production de type industriel. Et c'est pas compliqué. Je veux dire, vous êtes dans un système qui préconise l'enrichissement illimité alors que le monde est fini. Un enfant comprend que s'il y a un gâteau, il n'y en a pas 3,5. Il faudrait envoyer des enfants à l'OCDE. C'est pas plus compliqué que ça. Là, à chaque jour, il y a une espèce de ce qu'on appelle le jour du dépassement, hein, au mois d'août. On dit, ben là, à partir de maintenant, on hypothèque. C'est-à-dire qu'on violente, hein, la capacité qu'a la biosphère, hein, de nous donner ce qu'on lui prend. Bon, ça reste théorique, tout ça, c'est encore les sciences exactes, mais là, on commence à mordre, je trouve, plus sur quelque chose de bon. Et biorégion est d'abord et avant tout le nom de ce moment-là. Hein? Et si vous ne comprenez pas de quoi je parle, adressez-vous à des gens qui vivent à Mayotte, à Valence, ou plus près de chez nous, à Clova. Hein? Les gens de Clova, au nord de la Tuque, se sont fait dire, il y a 2 étés, par le premier ministre du Québec, brûlés, cramés. Hein? Il y a des incendies de forêt, on vous concède aux flammes, on n'a plus le temps de s'occuper de vous. Les gens de Clova, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi. Ils ont refusé la consigne d'évacuation et ils ont lutté contre le feu par le feu. Ils connaissaient bien leur bled. Ils sont allés chercher ils ont approvisionné en eau, ainsi de suite, et ils ont gagné. Et à la fin, le gouvernement du Québec leur a donné une médaille. C'est hypocrite. Bon. Donc, c'est une des rares bonnes décisions du premier ministre du Québec, c'est qu'il a créé une biorégion. Il a créé des sujets, tout ça, qui comprennent que, en dernière instance, ils sont laissés à eux-mêmes. En dernière instance, on est dépendant de ceux qui nous entourent parce qu'ils n'ont pas téléphoné des gens de la Saskatchewan en disant qu'est-ce qu'on fait. Ils se sont évidemment organisés entre eux. Puis en dernière instance, ils ont compris que le sol qu'ils habitent, hein, leur est indispensable et on aurait intérêt à le voir autrement comme une source de revenus qu'on exploite. Parce que lorsqu'on voit sa région comme une région ressource, c'est-à-dire un espace colonial qu'on surexploite, hein, pour envoyer des matières premières qu'on arrache au lieu, hein, à des marchés étrangers, de façon à ce qu'on ait un pouvoir d'achat pour à notre tour acheter des babioles qui sont faites à partir de matières premières qu'on a arrachées à d'autres communautés, on se nuit mutuellement. Hein, et on pâtit de la destruction du lieu dont on dépend. Donc, force est d'apprendre à prendre soin. Prendre soin des gens dont on dépend, prendre soin du territoire.
ramener ça à une échelle sensible, c'est l'expression qui est employée à certains moments. L'autre, et je vais aller plus vite là-dessus, mais ce qu'il faut comprendre, la biorégion, c'est qu'elle est aussi le nom de la déréliction politique. Pour le dire rapidement, la déréliction politique, hein, c'est le contraire du séparatisme. C'est pas dire « je me sépare de », c'est constater que le centre nous concède au sort. Et là, on est laissé à nous-mêmes. C'est exactement ce qu'on dit quand on est face à des crises. On est laissé à nous-mêmes, finalement. Et la biorégion c'est sa scène originaire. Elle naît de là. Après ça, effectivement, il s'agit de dire, finalement, nous, on habite un territoire, puis on sait qu'à peu près ça arrête là-bas, parce que là, il y a une chaîne de montagnes, ou là, il y a une plaine, ou là, il y a le littoral, ou là, il y a je ne sais trop quelle différence qui fait que tout d'un coup, on reconnaît une dynamique d'un lieu, on connaît ses axes de vitalité symbiotique, hein, on sait d'où vient l'eau, on sait de quoi est capable la terre, on sait quelles sont les espèces qui y habitent, quelles sont les plantes indigènes, on connaît les cycles de la Lune, parce qu'on commence à habiter son lieu. On le réhabite. On connaît son lieu autant qu'aujourd'hui, on connaît les produits qui nous attendent à Walmart. Là, c'est son lieu qu'on connaît, parce que c'est de lui qu'on dépend. Bon, et c'est lui qu'on finit par désirer. Et à ce moment-là, on devient éthique. Et comme le dit Kirkpatrick Sale, un des penseurs de la biorégion, il n'y a d'éthique qu'à l'échelle régionale. Au-delà de ça, ce sont des idées, si vous voulez, mais ce n'est pas une pratique. Et comme dit Aristote, il n'y a d'éthique que dans la pratique. Il faut être éthique pour qu'il y ait de l'éthique. Ce n'est pas juste des beaux concepts. Bon. Et là, vous commencez à savoir pourquoi vous vous battez. À partir de là, il peut y avoir des termes privatifs. On peut être anticapitaliste, anti-impérialiste, anti-raciste, anarchiste. On peut être décroissantiste. On peut être insoumis, mais à la condition de savoir pourquoi on l'est. Il ne faut pas que ça devienne la cause. Si votre cause, c'est l'insoumission, si votre cause, c'est la décroissance, vous êtes dans un boulevard qui mène au ressentiment et à la confusion. Mm-hmm. Bon, intervient la question des échelles. La biorégion nous ramène justement à une échelle sensible, à une échelle de proximité, à une compréhension d'un lieu, d'un écosystème, de ses règles, de son fonctionnement, une espèce de communauté qui existe à travers ça. Maintenant, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas dans ce rapport à la biorégion une forme de retranchement, une espèce de repli? Et je sais que c'est une question qui est posée dans votre ouvrage. Donc, comment on garde en tête la question des échelles? Comment est-ce qu'on ne fait pas dans le repli ou le retranchement des questions au-delà de ce combat biorégional, par exemple? D'emblée, la notion de biorégion est universelle. En fait, ce qu'on souhaite, c'est pas qu'il y ait une biorégion pour soi. On souhaite que pour la planète, il n'y ait que des biorégions. Parce que si on lutte contre le fait que l'aliment qu'on mange a parcouru une moyenne de 2000 km, si on lutte contre le fait que le moindre objet qu'on a devant soi a des composants qui ont fait 4, 5, 6 fois le tour de la Terre, forcément, on en revient au circuit court, à la logique de proximité. Et on le fait, et cela a du sens à la condition de le faire chacun respectivement chez soi. Bon, par rapport à l'appartenance à un lieu. Bon, cela dit, ce qui change en ce qui concerne la géopolitique, quant à la biorégion, c'est deux choses. D'abord, dans l'approche biorégionale, le préfixe « géo » est aussi important que la racine « politique ». C'est-à-dire qu'on fait de la politique, on réhabite son lieu à même les espèces, à même le vivant. Et là, Bruno Latour, dans son espèce de phrasé un peu ésotérique, a quand même mis le doigt sur certaines réalités, ajusté et clarifié par Isabelle Stengers, Baptiste Morisot et d'autres. Et aussi, c'est une réalité politique dans laquelle la notion de frontière est plus du tout la même. Là, c'est plus d'être des espèces d'impérialistes névrosés ou psychotiques qui, autour d'une carte, à Berlin en 1884, disaient non, ici on met une ligne, puis le Bénin c'est à toi, moi je prends le Togo. C'est pas ça. C'est pas de mettre des lignes sur des cartes, c'est de penser des dynamiques qui sont propres au lieu, ce qui suppose des frontières. Ça dépend de quoi vous parlez. Si vous vous intéressez à un commun, un four à pain de quartier,
bien, bien sûr que votre cercle, la portée de l'enjeu va être moins grande que vous vous intéressez au bois de chauffage, par exemple. Ou si vous avez, mettons que ça se poserait, un abattoir, hein, ou l'hydroélectricité. Donc, là, il y a des enjeux. Donc là, on rentre dans des poupées gigognes politiques, mais qui restent quand même réfléchis, parce qu'on ne va pas aller jusqu'en Saskatchewan pour autant. Hein, c'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a la biorégion, il y a la géorégion, il y a l'écorégion, puis on comprend qu'il y a comme une sorte de plasticité selon ce dont on parle. Et il peut y avoir aussi des confédérations, où sur certains sujets, là, bon, on le pense à plusieurs, évidemment. Rien ne l'empêche. Mais c'est simplement que la biorégion va se poser nécessairement, presque comme un sursaut. Et d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'un concept hegelien, où il ne s'agit pas de voir la biorégion l'espèce de projet moderne qui va avaler tout ce qui précède, le digérer, en faire quelque chose de tout à fait nouveau, dans un nouveau mouvement de l'esprit de l'histoire. C'est une notion qui peut tout à fait cohabiter avec d'autres. Il y en a de toute façon des strates, beaucoup plus qu'une. On a pensé tout le temps que l'État avait le monopole de la souveraineté puis du pouvoir. C'est pas du tout vrai. Les banques sont devenues souveraines. Les multinationales sont devenues souveraines. Il y a des mafias. On le sait. Le PISO, c'est un impôt, ça. Bon, et aujourd'hui, si on prenait les principaux représentants du crime organisé, il faudrait leur réserver un siège au G20, tellement le capital qui brasse est important. Donc, non, c'est une strate, ça. Bon, bien, la strate biorégionale, c'est la nôtre. Et c'est celle qu'on apprend à élaborer lorsqu'on est laissé à nous-mêmes en situation de déréliction ou quand on anticipe cette situation-là. Et ça se travaille tout de suite. Il faut des avant-gardes. Il faut, oui, des ZAD. Oui, il faut des projets comme ça à la marge. Oui, il faut des mini-coopératives, puis je ne sais quoi encore. Parce que ces projets qui ont l'air si dérisoires, si marginaux, si futiles, si désinvoltes, sont nos modèles de demain. C'est vers ces noyaux-là qu'on va se tourner quand il faudra, dans la déréliction et dans une certaine forme peut-être de détresse, se réorganiser. Bon, et à ce moment-là, le reste suivra, ça sera un peu à l'avenant. Vous venez d'en parler un petit peu, mais dans votre livre, vous dites que les biorégions doivent aussi s'appuyer, ne peuvent se développer qu'à condition qu'on transforme notre façon de faire de la science. Et vous dites notamment que les biorégions peuvent se développer si elles se reposent sur une forme de connaissance populaire, de science populaire, versus une science qui serait autonomisée, bureaucratique et qui s'imposerait finalement à la pratique sans que la pratique ne lui impose elle-même ses fins. Donc quelle différence faites-vous entre cette science populaire et une science, pour ainsi dire, bureaucratique? À quel niveau ça se situe? Est-ce que ça se situe au niveau de la manière dont on légitime les théories? Est-ce que ça se situe au niveau des intérêts qui seraient poursuivis par la recherche? Et enfin, la question que je me pose, c'est une question peut-être un peu plus critique. Inféoder la recherche scientifique aux intérêts d'un peuple souverain, est-ce que ce n'est pas aussi entraver le développement libre de la science? Moi, ce que j'ai voulu surtout faire, c'est penser une science officielle qui n'est pas en position hégémonique. C'est surtout cet excès-là, j'y reviens à cette échelle qui m'est chère, là, qui m'a intéressé. Mais bien évidemment que la biorégion repose sur des connaissances en ornithologie, en biologie, en permaculture, en géographie. Et je vais même jusqu'à dire, pour m'intéresser beaucoup à l'interdisciplinarité, ça a été vraiment un sujet qui m'a beaucoup importé. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais ça aurait pu être en introduction. Dire que dès lors qu'on entre dans un rapport interdisciplinaire, il est bon d'avoir une sorte de discipline maître. Une sorte de discipline qu'on identifie comme étant au carrefour des autres, qui organise un peu la cohérence générale des apports. Et là-dessus, j'ai jamais prêché pour ma paroisse. Par exemple, j'ai fait un livre sur les paradis fiscaux et la discipline centrale m'apparaissait être l'histoire. C'était pas nécessairement mon champ, mais j'agissais à l'intérieur de mes moyens à cet égard. Là, je dirais que c'est la géographie. La biorégion et fondamentalement, il fallait avoir une discipline, ça serait celle-là. Bon, et avec toute sa variété interdisciplinaire intrinsèque. Bon. Ensuite, ce qui m'intéresse par contre, c'est de considérer avec Dominique Pestre, qui est un historien des sciences, là, et d'autres, qu'il y a d'abord l'épistémologie, effectivement, officielle, comme celle qu'on pratique dans cette institution collégiale, qui a tout son poids, toute sa légitimité, toute sa pertinence, l'ornithologie, la biologie, l'agriculture, la permaculture, ainsi de suite, l'océanographie et quoi encore.
Et il y a des savoirs qui sont formidables. Moi, j'habite maintenant dans une région où il y a beaucoup d'analphabétisme, puis il y a beaucoup de... Et pourtant, je suis entouré de gens extrêmement savants, qui connaissent le vent, qui connaissent la mécanique, mais aucun diplôme, et on leur en donnera jamais. Il y a des enjeux sociologiques qui expliquent ça. Et je suis même pas en train de me dire il faut leur donner des diplômes. C'est pas ça, c'est simplement de considérer la pertinence de ces savoirs-là et être capable de les nommer. D'autant plus que nous avons été confrontés à ce que André Gorz appelle une consommation incapacitante. C'est-à-dire qu'on nous a désappris des choses fondamentales que nos grands-parents, arrière-grands-parents, et ainsi de suite faisaient. Nos arrière-grand-mères recyclaient sans même savoir que ce terme-là existait. Bon, il y a des savoirs comme ça qui se perdent à notre détriment. Quand vous n'êtes même plus capable de racler des feuilles parce qu'il vous faut une machine qui les souffle, vous êtes quand même débile. Là. Je veux dire, il faut... Et puis, on n'est plus capable d'ouvrir une boîte par soi-même, et ainsi de suite. Donc là, il y a des savoirs incapacitants, des objets de consommation incapacitants dont il faut comprendre la nuisance, et recouvrer des savoir-faire élémentaires, mais qui relèvent de la vie, là, qui ne relèvent pas de la science, mais c'est ce qui relève de ce que j'ai appelé la sapience. De savoir qu'il faut vraiment apprendre à valoriser. Hein. Bon. J'en profiterai pour dire que ces connaissances-là, de part et d'autre, c'est-à-dire science et sapience, hein, qui cohabitent nécessairement, là, de part et d'autre, ne relèvent pas d'un retour à ou d'un plafonnement. Alors, si on dit « Ah, la biorégion, c'est comme aller au Upper Canada Village » ou « c'est comme aller dans le village acadien, là, puis voir la mise en scène du passé, puis être nostalgique de l'époque. » Non, non. La permaculture nous permet de cultiver d'une manière tout à fait respectueuse, sans du tout, mais du tout revenir aux pratiques du 18e siècle. Non, puis l'architecture, aujourd'hui, a pensé des façons de travailler la paille, qui n'a rien à voir avec le petit cochon là, devant le loup. Là. Ça n'a rien à voir. Bon, et on pourrait continuer. Et puis, il faudrait revenir à un savoir-faire médicinal qui nous permet de reconnaître que dans à peu près 80% des ingrédients de nos médicaments sont constitués de plantes. Hein? Puis on n'a peut-être pas besoin de... Ça me fait penser à... Quand j'étais ado, là, il y avait Roch et Belles-Oreilles qui avait inventé une pilule contre la soif. Il fallait la prendre avec 3 grands verres d'eau. On est beaucoup liés à des affaires comme ça. Là. On coupe les pissenlits là, sans même savoir... Donc, il y a un retour comme ça qui sera nécessaire parce que les bris d'approvisionnement sont pour demain. Il faut déjà anticiper la chose. Mm-hmm. Si tu me permets, Thibault, je ferai un petit retour en arrière pour penser le lien entre la région et l'urbanité, mais je pense que ça conclurait pas mal la dernière partie, puis à gros traits, pas mal l'entretien d'aujourd'hui. Il y a quelque chose quand même d'assez sublime, j'ai de la misère à y résister. Vous mentionnez que Félix Guattari évoquait Donald Trump, déjà on est en 1989, donc je pense que ça vaut une mention. Puis il faisait le lien entre les algues mutantes dans la lagune de Venise, ça ne s'invente pas, et le travail du spéculateur immobilier fait en zone urbaine par Donald Trump, donc à Atlantic City ou à New York. Je trouvais que c'est un bon point de départ pour penser le lien entre la région, le glissement de la région vers les centres urbains. Puis peut-être vous pouvez glisser un mot sur les bioquartiers également, en quoi ça consiste à gros traits. Bien, à un moment donné, il faudra comprendre qu'on ne fera rien pousser sur de l'asphalte. Là. Il faudra comprendre aussi que nos méthodes d'exploitation agricole tablant sur l'agrochimie consistent à transformer nos terres fertiles en du sable. On demande aux terres plus que ce qu'elles ne peuvent donner. Donc, l'étalement... la dialectique nature-culture là, nous amène à des écueils absolument dramatiques. Mais voilà, nous y sommes dans ces périodes excessives avec une démographie qui explose et il est très difficile de penser des solutions simples. Très certainement, lorsque nous vivrons notre sale quart d'heure universel, celui qu'ont commencé à éprouver les gens de Mayotte, les gens de Valence et tellement de populations dans le monde qui voient leur île sur le point d'être enseveli, englouti, inondé. Il faudra penser des mutations. Ça, en ce qui concerne l'urbanité, Agnès Sinaï et Yves Cochet
On pensait à partir... C'est qu'on ne peut pas penser à la biorégion toute seule. La biorégion, elle est à venir. Il n'y a pas encore de biorégion. Elle suppose ce choc-là. Ça ne se décrète pas comme ça. Puis il n'y a personne qui vote pour la biorégion. Il n'y a personne qui massivement va dire on arrête d'aller au Tim Hortons, tout le monde, parce que c'est pas bon. Je ne parle pas du goût, là. Bon, et donc, il devrait y avoir un passager. Donc, eux, Cochet et Sinaï ont imaginé l'île de France, qui n'a rien à voir avec une île. C'est toute la région qui environne Paris. On dit, qu'est-ce que serait une grande région parisienne biorégionale? Bon. Et il y a quelques postulats. Dire, d'abord, s'il y avait vraiment des sécheresses, une crise d'approvisionnement, on pourrait se dire, c'est leur hypothèse, un tiers de la ville partirait. Il y aurait un exode majeur. Dites-vous aujourd'hui qu'il n'y a plus rien à manger, là, vous pensez peut-être, si vous avez des origines rurales, ou, vous savez à peu près chez qui aller. Des espèces de refuges vers des terres, des villages abandonnés, des terres inhabitées, ou même des connaissances qu'on a. Surtout, ça commencerait par là. Donc, il y a un tiers qui s'en va, il y a 2 tiers qui restent, et là, on commence à penser l'agriculture urbaine, certaines pratiques. Mais tout ça est limité. Mais peut-être que, si vous prenez, par exemple, ici, je ne sais pas, à Longueuil, mais à Laval, l'île Jésus, c'est un scandale d'avoir pensé l'étalement urbain sur les terres les plus fertiles du Québec. Alors ça, c'est un bijou agricole. Hein, et on n'aurait jamais dû construire une maison, là, à part celle d'agriculteurs, d'agricultrices. Et là, peut-être que, par contre, il faudra décontaminer un petit peu et se mettre à faire pousser des jardins domestiques en avant et derrière la maison, et enlever les piscines creusées. Puis là, peut-être essayer de trouver ce qu'il y a encore de sauvable à ces terres-là, qu'on a tellement contaminé avec du glyphosate parce qu'il fallait surtout pas qu'il y ait des pissenlits. Hein, qu'est-ce que les voisins vont dire? Bon, donc voilà, il y a cet enjeu-là. Un autre scandale, moi, c'est qui me semble évident, c'est qu'on n'a jamais profité du fait qu'à Montréal, il y a des toits plats avec des complexes, enfin des immeubles qui ont à peu près tous un sous-sol. Et il n'y a presque rien à faire pour que nous cultivions sur les toits l'été des produits que nous pouvons ensuite stocker dans les sous-sols l'automne. Bon. Et à ce moment-là, vous auriez une relative autonomie. Et tout est en place, là. Bon, mais c'est sûr que ça ne plaît pas aux chaînes de grande distribution. Vous voyez que vous heurtez à des intérêts. Mais il y a quelque chose à penser là. Et comme toute chose, dès qu'on pense en termes bio-régional, il y a une limite à l'imagination. C'est que c'est en faisant qu'on dénoue des impasses. Et ce qu'il y a à escompter, c'est un rapport beaucoup plus vivant à la démocratie. Mais le rapport est toujours plus vivant à la démocratie quand on est à une échelle régionale que si vous pensez comme un électeur aux États-Unis d'Amérique qui est obstrué par des grands électeurs, puis pour qui le vote, ou le vote compte pour presque rien, quoi. Dans le cadre de vos feuilletons livrés chez Lux, publiés chez Lux, on s'attend à la publication d'un 6e volume, lequel devait aborder, en théorie, l'économie politique. La question, pour conclure, serait d'abord, quel est ce projet-là que vous menez en parallèle depuis quelques années, quand même, autour des économies, de la polysémie du terme économie, du rapport à ce qu'on a appelé l'intendance tout à l'heure, je l'ai évoqué furtivement. Quel est ce projet-là? Puis, est-ce que le dernier feuilleton sur l'économie politique, est-ce que c'est pas un peu l'occasion de boucler la boucle, de ramener un peu vos travaux, les travaux autour des paradis fiscaux ou de la puissance des multinationales? Ou est-ce qu'il y a là une occasion de boucler la boucle? C'est vraiment une question qui fait mal. Parce que je peux expliquer en quoi, effectivement, le projet consiste. Je me suis beaucoup intéressé à la question d'économie, d'abord dans ma thèse. C'est un vieux projet. En tant que le mot économie a fait l'objet d'un rapt de la part des économistes qui se sont appropriés le terme jusque dans leur appellation, dans leur titre, et qui se présentent comme étant titulaires de la pensée économiste, tellement que si aujourd'hui vous ouvrez un dictionnaire généraliste comme le Robert ou le Larousse, essentiellement, on va vous donner la définition des économistes, qui n'est qu'une définition régionale, spécifique,
parmi une série infinie d'acceptions, parce que le mot économie a largement précédé ce que les économistes en ont fait. Ils ont été les premiers à oser se présenter avec le isme et le iste, hein, ce qui clôt un peu l'affaire, alors que les Grecs, eux, je pense à Xénophon ou Aristote, osaient même pas dire le mot économie. Ils ont commencé par l'adjectif, hein, c'était les économiques. Hein, parce que l'économie était toujours adjectivante, elle adjectivait quelque chose. Quelque chose était économique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque chose s'agençait bien du point de vue de ses parties. Hein, c'est ça, c'était une économie, c'était une économie que ça. Mais même quand on a commencé à parler de l'oikos, chez les Grecs, l'oikos, c'est pas le petit endroit où on va se réfugier dans notre culture libérale pour faire ses sales petites affaires. Hein, c'était au vu, au su de tous qu'il y avait une maisonnée. On cultivait, tout le monde rentrait, sortait. On était des guerriers, on participait à la vie sociale. C'était pas du tout la maisonnée comme on la pense maintenant. Donc, moi, j'avais été un peu consterné quand j'avais vu la revue Liberté parler d'économie d'une nouvelle façon, en nous montrant la ménagère avec sa vadrouille. C'était pas ça l'économie au début, là, qui nettoie sa maison. Je veux dire. Donc, l'idée, c'est que le mot économie, en fait, ce que j'ai voulu faire, d'abord, c'est l'arracher aux économistes. Et dans un premier temps, d'une manière un peu archéologique, aurait dit Michel Foucault, hein, revoir ces différents usages dans l'histoire. Et là, peut-être qu'il y avait quelque chose d'oulipien aussi, c'est-à-dire en m'astreignant à repérer tous les moments dans l'histoire, dans les différentes disciplines où on utilise de manière centrale et conceptuelle le terme d'économie. Ça commence par la théologie. Dans le Nouveau Testament, s'il était bien traduit, on verrait que Saint Paul est déjà un économe. Il se présente comme ça. Hein, et que l'économie est partout. L'économie, c'est tout un mouvement qui consiste à traduire le principe divin qui procède d'un verbe qu'on ne peut pas entendre parce que c'est une langue qui n'est pas la sienne. Donc, on a un personnage comme ça, charnel, qui vient en quelque sorte incarner ce verbe-là. Hein, et sans ce verbe-là, il n'est rien. C'est juste une sorte d'étourdi hagard qui ricoche dans la ville, hein, s'il n'est pas autorisé par ce principe abstrait-là. Hein, et en même temps, c'est grâce à lui qu'on médiatise le principe, donc quelque chose de circulaire qui fait que tout change un petit peu. Le principe évolue parce que les médiatisations changent. Les médiatisations changent parce que le principe évolue. Même à l'échelle de notre génération, on peut voir que les églises, en tout cas, je parle pour moi, dans les années 1970, les églises nous montraient toujours Jésus en croix absolument terrifiant, saignant, mortifère. Et aujourd'hui, c'est la joie, c'est la lumière, c'est le Jésus de la résurrection. Donc, on voit que ça circule. C'est ça, l'économie. Ça circule. Puis l'économie, ça a été l'économie du discours avec Denis d'Halicarnasse au 1er siècle avant notre ère, où l'on s'intéressait à l'organisation d'un récit, comment les mots, les formes, les phrases, les idées, les arguments s'agencent pour donner une forme un petit peu ronde. Et ensuite, ça a été l'économie de la nature. Comment, avec toutes ces espèces, ces plantes, ce climat, ces sols, font que, bon an, mal an, il y a une vie qui s'observe, qui se suit, qui s'organise. Et l'économie de la nature, qui était au fond un clin d'œil à l'économie théologique, parce que pour Carl von Linné, au XVIIe siècle, cette économie-là était une façon pour Dieu de manifester sa toute-puissance. Et ensuite, on a eu, l'économie esthétique dans les récits, les fables. Gérard Genette, peut-être que vous lisez ça ici. Roland Barthes s'intéressait beaucoup à l'économie du récit. Et on peut continuer ainsi longtemps, là, l'économie en mathématiques, l'économie psychique chez Sigmund Freud, comment les pulsions s'organisent et composent avec les interdits anthropologiques ou moraux, ainsi de suite, et comment on finit par, au fond, exprimer, si je peux dire, ou dépenser un certain quantum de pulsion malgré des interdits en déguisant ses intentions, les formes qu'on investit, bon, ainsi de suite. Je me suis intéressé à ça dans un premier temps de manière archéologique pour ensuite définir la notion d'économie sur un plan conceptuel pour qu'on cesse de s'en remettre aux économistes. Bon, et je l'ai défini comme étant, au fond, la connaissance des relations bonnes. Bon, c'est ça qui me semble définir l'économie. Et je me suis trouvé bien brillant. Là. Je me suis dit, waouh, j'ai contribué à quelque chose. Et je raconte souvent cette histoire-là. Il y a 1 an ou 2, je me suis rendu compte que j'avais un vieux dictionnaire tout pourri chez moi. C'est un volume d'une encyclopédie j'oublie toujours son nom, en plus, du 19e siècle, là, ou 18e même. Un jour, il va falloir que je le mémorise. Là, j'avais de la lettre A à E. Une vieille encyclopédie. Et je dis, tiens, mais l'économie. Donc, je suis allé voir, puis c'était écrit « Économie, connaissance des relations bonnes ». Donc, déjà, avant que les économistes s'approprient le terme,
on comprenait, et avec une série d'acceptions qui n'en finit plus, on comprenait que l'économie est une connaissance des relations bonnes entre toutes choses. Aujourd'hui, là, dans notre rapport, il y a de l'économie, il y a un agencement, il y a des formes, il y a un temps, il y a un espace. C'est ça l'économie, c'est de prendre des éléments épars et de les agencer de façon à ce qu'ils génèrent du sens. Et on peut même dire que le fait qu'on ait utilisé le mot économie comme un synonyme ennoblissant du capitalisme consiste en un cache-sexe de type orwellien, qui consiste à faire dire au mot exactement son contraire, parce que ceux qui se sont intéressés au terme économie dans l'histoire, ils débarqueraient, ils reviendraient parmi nous et verraient qu'on appelle économie des pratiques destructrices, iniques, coloniales, saccageuses. Ils ne comprendraient pas qu'on appelle ça de l'économie. C'est le contraire. C'est un pan extrêmement stimulant de votre pensée, ces réflexions-là sur ma l'économie. réponse m'a permis de ne pas répondre. C'est parfait. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé ce travail-là, je savais exactement, j'ai proposé à Lux Éditeur ces 6 titres-là. Lux Éditeur m'a fait la fleur de créer une collection dans laquelle je suis le seul à écrire. Bon, et donc, c'est ça. Et je savais exactement quels seraient les 5 premiers titres. Et je me disais, ben, chemin faisant, je verrai bien de quoi sera fait le 6e. Puis je m'étais donné effectivement comme une sorte de grande conclusion l'économie politique, mais ça vient pas aussi facilement. Je peux comprendre. Mais voilà un point intéressant. Mais en plus, vous terminez en faire que sur une réflexion autour. Je pense que la réflexion autour du sens philosophique, si je ne m'abuse, du mot économie apparaît, là, je pense, sans trop de divulgachage. C'est la dernière phrase de la conclusion. C'est un ouvrage extrêmement stimulant. Ça a été un entretien extrêmement stimulant. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants, d'étudiantes peut-être qui ont envie de poser des questions, de se lancer. Il y a un micro sur le côté. Je vous invite vraiment à participer. Ça peut être l'occasion de vous mériter les items de Sciences Humaines Plus, les articles, je ne sais jamais trop comment le traduire, la merch en anglais. Donc, je vous invite vraiment à poser des questions. Moi, par rapport à tout ce que vous avez dit, ça m'a énormément fait penser à une série, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments dans cette série qui m'ont vraiment rappelé ce que vous avez dit quand vous avez parlé de l'angoisse. Et c'est une série qui met en avant, c'est une apocalypse zombie et tout. Les gens, par l'angoisse justement de la mort, ils voulaient survivre. Ça a fait qu'ils se sont regroupés. Ils ont mis en place des modes de fonctionnement avec l'agriculture, l'élevage et tout ça, même sur des toits d'ailleurs. Au début, l'objet à la base, c'était de survivre, mais avec le temps, les gens ont développé... ont développé en fait le désir de vivre, à part survivre. Ils ont développé le désir de vivre. Et par la suite, ça fait référence à la biorégion, justement. Et par la suite, ça a comme donné naissance à des biorégions, si j'ai bien compris. Et par la suite, il y a eu comme une sorte de confédération, justement, de ces biorégions. Donc, ces différentes communautés qui ont commencé à échanger. Mais ça a vraiment ramené les gens à une sorte de vie un peu antérieure, un peu traditionnelle. Et votre discours m'a énormément fait penser à cette série-là. Mais seulement, il y a une question que je me pose dans cette série, et par rapport aussi à un exemple que vous avez donné, ce qui a poussé les gens à aboutir à ce résultat-là, c'était une calamité. Mais est-ce que nous devons forcément passer par une calamité pour arriver à des tels résultats? Ben, il y a deux éléments à votre commentaire et à votre question. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir vous voir ensuite pour savoir quel est le nom de la série. Mais ça, je vous laisse vous faire des nouveaux amis. D'abord, je parlais tout à l'heure de l'angoisse comme étant liée à une carence d'objets, une carence de concepts, de dessins, de références. Et pour pallier cette carence, nous aurons et nous avons d'ores et déjà besoin des artistes, parce que l'absence de références historiographiques sera compensée par des références fictionnelles. Il nous faut des récits, des contes, des histoires, des poèmes, des photos, des tableaux qui nous donnent un point d'appui quand viendra le temps de penser à un présent qui sera éblouissant de singularité.
pour essayer simplement de le traiter, puis d'en filtrer les éléments, puis d'avoir des critères d'appréciation, puis une sorte de mémoire comme ça, qui permet de penser et de comparer, donc. Bon. Et c'est la raison pour laquelle je trouve des romancières comme Antoinette Richner ou des artistes du land art comme Andy Goldsworthy absolument indispensables parce qu'à leur manière, ils sont des philosophes. Andy Goldsworthy est celui qui m'a permis de penser le statut des lignes parce que lui, il ne s'intéresse pas à la frontière qui consiste à dire ce qu'il y a autour de la frontière, c'est à moi, mais il consiste à penser à un axe de vie symbiotique dans la colonne vertébrale d'un lieu. C'est cette ligne-là qui va tracer, c'est l'axe autour de laquelle la vie s'organise. Bon. Est-ce qu'il faut attendre la catastrophe? La réponse ne sera pas... Je ne répondrai ni par oui ou par non. Ni par non. Un peu oui, dans le sens où je ne vois rien aujourd'hui qui tende massivement vers un désir de décroissance. Rien. Il n'y a pas de grand mouvement pour cesser. Au contraire, on en veut plus et quiconque politiquement promet un peu moins se suicide symboliquement. Bon. Il faut toujours plus et c'est ça qu'on... Bon. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'avec le youpi de la politique à la Maison-Blanche, c'est qu'on en est rendu à voir les ultralibéraux qu'on contestait hier comme la gauche. C'est complètement fou, là. C'est rendu un banquier qui va venir aller au front, aller Ford, aller Carney. C'est incroyable qu'on en soit là. Bon. Et parce que ce qu'on veut, c'est toujours plus. Bon. Plus de logements, plus de ci, plus de ça. Jamais le partage, jamais la réforme, jamais la refonte. Donc, il y a deux enseignements, je pense, à tirer quant à cela. Oui, on va passer par un sale quart d'heure universel. Peut-être qu'à un moment donné, à force de voir à gauche, à droite des gens y passer, il y aura un seuil critique qui fera que par soi-même, on va s'organiser avant que ça nous arrive. Il se pourra. Mais d'ici là, il y a deux choses à faire. D'une part, constituer des avant-gardes. C'est-à-dire considérer que lorsqu'il y aura choc, lorsqu'il y aura désarroi, il faudra que des femmes et des hommes aient anticipé le coup et aient quelque chose à dire, aient fait l'inventaire des forces, des compétences, des talents, des atouts, en regard d'aspiration, de besoin, d'urgence. Il faudra qu'on ait fait ce travail-là pour être capable de parler lorsque une panique s'installera, un désarroi. Pourquoi? Parce que sinon, ces moments-là sont les terreaux fertiles du fascisme. Et il faudra être plus vite que les fascistes, c'est-à-dire le premier taré qui vocifère en faisant peur à tout le monde. Vous savez un peu de quel spécimen je parle. Bon, cela dit, le faire dans la joie, c'est-à-dire sans prendre sur soi, à la manière d'Atlas, le déni des autres, sans se culpabiliser parce que les autres sont dans le déni. Parce que sans se sentir mal du fait que d'autres ne voient pas comme nous le problème. Parce qu'on ne fait que se rendre malheureux comme ça. Et beaucoup d'écologistes, en fait, partagent comme une sorte de faute originelle le fait que les autres nient le changement climatique, sans que ce soit nécessairement dans le discours, mais simplement en prenant l'avion. Bon, nient le problème, quoi. Et donc, l'idée est de mettre les chances de son côté, organiser les réseaux, créer des pôles, faire un inventaire, se montrer conscient. Là, c'est le que faire de Lénine. Bon, essayer de voir qui sont les points d'appui, quelles sont les tendances lourdes, penser à une action et suivre l'évolution du moment. Parce qu'il y aura des événements qui feront que les écoutilles vont s'ouvrir. Et je remercie tout de suite Alain Deneau pour cet entretien extrêmement stimulant. Merci Thibault également.